Dimanche 31 mai 2020. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Politique, quand les artistes, tout d'abord, je m'excuse pour le gros retard que nous avons accusé. Politique, quand les artistes s'en mêlent. Une sortie de l'artiste Charlotte Dipenda sur La Voix de l'Amérique alimente la polémique depuis quelques jours déjà et pour cause. La chanteuse s'était exprimée au sujet de l'alternance au Cameroun, alternance qu'elle appelle de tous ses voeux. Depuis lors, c'est le branle-bas, avis et contre-avis s'entrechoquent. Nous analysons cette sortie sous deux aspects en début d'émission. Les propos de Charlotte Dipenda sont-ils instrumentalisés? L'alternance, un sujet finalement tabou au Cameroun. On reviendra également sur les 4 milliards de francs CFA débloqués pour les primes véhicules de fonction et équipements divers pour les députés nouvellement élus. Aboutir à un usage plus efficace des ressources de l'État par ces temps difficiles. Quelle est la pertinence de cette dépense? Le gouvernement camerounais est-il en phase avec le contexte économique du moment qui commande la rationalisation des dépenses? Ce sujet nous amènera également à parler de la récente sortie du chef de l'État à la veille du 20 mai, une semaine après. Quel en est l'impact? Et pour sortir de cette émission, nous dirons un mot sur la rentrée des classes prévues ce 1er juin au Cameroun. On parle de tous ces sujets avec Franck Essi, il est le secrétaire général du CIPIPI et membre de la plateforme Stand Up for Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche, merci d'avoir attendu. Bonjour Léla, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et bien sûr à tous ceux avec qui je partage le plateau ce dimanche. Alors, quel est le sujet qui vous a le plus interpellé, qui vous a interpellé cette semaine? Avant qu'on ne commence l'émission, vous parlez justement de la tentative de Calibro, de simuler. Disons qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec un énième exemple de la différence de traitement que subissent les Noirs dans ce pays, et qui interpelle tous les Noirs de façon générale et qui fait suite par exemple aux discriminations que nous avons observées à l'occasion de la crise du Covid, en Chine aussi à l'égard des Noirs, et qui nous amène en tant que Noirs à nous interpeller et à nous poser des questions sur les dispositifs en termes de lobbying, les dispositifs en termes organisationnels, les dispositifs en termes politiques pour enfin faire respecter un peu les droits et la dignité des Noirs sur l'ensemble de la planète. Et bien sûr, vous avez aussi évoqué cette énième action devant l'Assemblée nationale française d'activistes camerounais qui réclament évidemment l'intervention de la France au niveau du Cameroun, compte tenu de l'impasse et des difficultés. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette doléance-là, intervention de la France au Cameroun? Non, je ne pense pas que ce soit à la France d'intervenir, si vous voulez, de façon directe, de façon explicite au Cameroun pour gérer les affaires des Camerounais. Mais à partir du moment où le Cameroun est membre de la communauté internationale, est membre de plusieurs espaces, la francophonie, l'Union africaine, les Nations unies, donc il se trouve que malheureusement dans la vie politique réelle, on a parfois besoin des actes de pression. On a parfois besoin des actes de pression internationale lorsque des gouvernements, eux, n'écoutent jamais leur peuple et parfois se livrent à des actes qui sont passibles de... Quel peut justement être l'impact d'une telle action? Non, moi je pense que c'est d'abord à interpréter comme un acte peut-être de désespoir. Et ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais ça a le mérite de nous interpeller tous autant que nous sommes en tant que citoyens et acteurs politiques sur ce qu'on fait ou on ne fait pas pour résoudre les problèmes qui sont mis sur la table. On peut peut-être condamner la forme, l'acte en lui-même, mais on ne doit pas oublier ce qui est posé sur la table, c'est-à-dire les crises qui sont en train de travailler le corps social camerounais et ce que nous faisons ou nous ne sommes pas en train de faire pour résoudre ces problèmes. Merci. Donc c'est ça l'essentiel, le reste ce n'est que des discussions de bistrot. Merci Franck Essi d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Engelbert Lebondachua du NRC. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, merci pour l'invitation et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Avec un vous. Bonjour particulier à mes 15 amis politiques toujours embastillés injustement dans les prisons de ce régime. Alors, avec vous, on parle de cette manifestation du collectif des Patriotes devant la résidence de votre président national à Yaoundé. Alors, la déclaration du MRC parle d'un groupe de miliciens. Les mots utilisés, est-ce qu'ils sont vraiment en phase avec la réalité? Parce que si je me réfère à la définition que donne le Larousse de milice, voilà,
Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, troupes levées dans les villes ou les paroisses pour renforcer l'armée régulière. Ou encore organisation paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures. Est-ce que les mots sont réellement en phase avec ce qui s'est passé? Déjà, merci d'avoir donné cette juste définition. Mais je pense que les mots sont à leur place, les gars. Vous savez, généralement, le RDPC a l'habitude de caractériser le MRC comme étant un parti violent, mais il ne me souvient pas que des membres du MRC se soient déjà regroupés, je ne sais pas, peut-être autour de revenons tout d'abord. Je suis sur le dossier, oui, je suis vraiment en fait, moi c'est le qualificatif milicien parce que... Mais parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif. Est-ce que vous imaginez Partons de la définition de ce que c'est qu'une milice. Vous continuez de dire que les mots sont à leur place. Alors les mots sont à leur place. Je ne sais pas quel autre mot peut caractériser... Je ne sais pas quel autre mot peut caractériser des gens qui débarquent au domicile du président national du MRC de manière violente et agressive. Il n'y a pas d'autre mot que milice. C'est des gens qui ont programmé cette attaque et c'était une attaque organisée. Donc ils ont agi comme une véritable milice. Et aujourd'hui, on voit bien de quel côté se trouve la milice. Parce qu'on a toujours caractérisé le MRC comme étant un parti de miliciens. Donc le mot est à sa place. Mais je dis, de quoi était-il muni justement? De quoi était-il muni? De pancartes, d'écriteaux, de quoi exactement? Mais vous savez de quoi était-il muni? De quoi était-il muni? Je pense qu'ils ont à un moment donné tourné une vidéo. Mais je pense que c'était pour pouvoir tromper les Camerounais. Parce qu'avant ça, il y a eu, jusqu'à ce que les militants du MRC viennent à la rescousse, d'accord? Ils ont pu accéder à la résidence ou bien ils étaient à l'extérieur? Malheureusement, ils n'ont pas pu accéder. Mais leur intention était bien d'accéder à la résidence. Mais en quoi donc, la sécurité physique de Maurice Kamto a été menacée s'ils n'ont pas pu accéder à sa résidence? Parce que le porte-parole de Maurice Kamto, lui, le bureau du porte-parole intitule sa sortie « Alerte de menace sur la sécurité physique du président élu Maurice Kamto à sa résidence privée à Yaoundé ». Il faut préciser que ce n'est pas la première fois que des menaces sont proférés à l'encontre du président national du MRC. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, le président Kamto lui-même déclarait en Mondovision qu'il y avait un plan ourdi contre lui, contre ses alliés, avec des personnes qui avaient pour véritable intention d'attenter à sa vie. Donc ce qui est arrivé l'autre jour pour nous, n'était pas l'intention s'est manifestée dans l'action. Écoutez, si cette fois-ci ils ne sont pas allés au bout, qui sait la prochaine fois ce qu'ils feront? C'était à son domicile peut-être, demain ce sera dans la rue, ce sera à l'occasion d'un meeting prochainement, on n'en sait plus trop rien. Mais ce dont on se rend compte, c'est que on n'a plus dans ce pays des forces de l'ordre qui soient véritablement à même de protéger la vie des citoyens. Parce que, dès le départ de cette action, le président national a fait appel aux forces de l'ordre qui ne sont arrivées que 2 heures plus tard. Ça, c'est véritablement inquiétant. Honorable Samuel Motte, il est député à l'Assemblée nationale et militant du RDPC, il est également avec nous. Bonjour. Bonjour Léla. Alors, sur la même actualité, que pensez-vous justement de l'organisation de telles manifestations dans les résidences privées des leaders politiques, des résidences privées, donc ils vivent certainement avec femmes, enfants, et je ne sais pas trop, plutôt que dans les sièges du parti, le MRC, je crois qu'il a un siège bien connu à Yaoundé. Je ne suis pas sûr que les gens qui ont fait toute petite manifestation tout de même... C'était petite ou grande, mais c'était une manifestation, Samuel Motte. Attendez, une toute petite manifestation. Je ne suis pas sûr qu'ils ont demandé l'avis du RDPC. Et s'ils avaient demandé notre avis, on leur aurait dit, premièrement, si vous voulez faire une manifestation quelconque, quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa dimension,
où il y a une formalité administrative à remplir. Cette formalité administrative, il faut absolument la remplir. Et c'est d'ailleurs ce que le RDPC fait chaque fois qu'il a envie de poser des actes. On n'a pas entendu justement le RDPC. Attendez. Aucune enquête n'a été ouverte. Non, on n'a pas entendu le RDPC en tant que parti politique venir à la rescousse du MRC et dire justement, taper du poing sur la table en disant non, ce n'est pas possible d'attaquer des personnes privées sur le plan privé. Oh, écoutez, déjà, vous commencez à y céder, vous cédez à leur vocabulaire, vous avez parlé tout à l'heure d'intégrité physique, il veut dire être aux encablures de la résidence. Vous buviez du petit lait quand j'ai changé avec un Gilbert Le Bondatua, donc... Non, vous pouvez également continuer à boire le petit lait avec moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais je veux dire, également, avoir quelqu'un aux encablures de sa résidence, il faut dire, ils étaient en pleine rue pour tout au moins les photos que j'ai vues, mais je tenais à vous dire ceci. Effectivement, en ce qui concerne les manifestations, il y a un régime qui s'applique à tout le monde. Mais en général, lorsque l'opposition essaie de manifester... Oui, on y va rapidement sur des sujets d'entrée. Laissez-moi Non, j'ai fait pareil avec Franck Essi, j'ai fait pareil avec Gilbert Le Bondatua. Souffrez que je fasse pareil avec vous. Parce qu'il y a une autre question que vous m'avez posée en disant pourquoi est-ce que le RDPC n'a pas réagi. Parce qu'effectivement, quand vous regardez ces 2 ou 3 personnes qui s'étaient à côté de la résidence du président du MRC, on a pensé effectivement que c'était plus ou moins de l'amusement et que ça ne nécessitait pas une réaction. Non, ça n'était pas une réaction outre mesure. Mais également, quand vous entendez effectivement, il parle, je crois que dans cette histoire-là, on essaie de l'amplifier parce que il y a une certaine dynamique qui a été enclenchée quelque part où il y a quelqu'un qui veut se donner un destin de héros en prenant des raccourcis. Et c'est effectivement ce destin de héros-là que l'on construit parce que cette manifestation-là, écoutez-moi bien, cette manifestation-là qui regroupait à peu près une demi-douzaine de personnes, elle avait quoi, quelque chose de violent? Qu'est-ce qu'elle avait de violent? Quand il dit, par exemple, on dit qu'on a voulu à l'intégrité physique, ce qui est du reste condamnable, y compris effectivement le simple fait même d'avoir essayé de manifester sans avoir pris les autorisations nécessaires. Ça, c'est condamnable, mais également, il ne faut pas amplifier. Les militants du MRC qui, dans la rue, essayent de partager les masques de protection, les gels hydroalcooliques, en quoi ça constitue une menace si je suis effectivement votre raisonnement? Attendez, mais moi, je ne veux pas dire que c'est condamnable, parce que c'est une menace. Je dis tout simplement, à partir du moment où il y a une organisation publique qui se met en branle et qu'il y a des formalités administratives, notamment, qui n'ont pas été remplies, cette manifestation-là doit être condamnée. Maintenant, vous dérivez sur un autre phénomène qui est celui, effectivement, de distribuer les masques de MRC. Les masques de MRC, en ce qui me concerne, ne posent aucun problème du tout. Effectivement, si peut-être 1 ou 2 personnes ont été arrêtées, c'est beaucoup plus pour d'autres motifs, mais ce n'est pas sous le coup de manifestations. Et leur thèse, justement, sur la complicité entre, finalement, l'administration, la police même, et le gouvernement, parce que le MRC dit avoir contacté la police, qui n'est arrivé que 2 heures plus tard. Lorsqu'on sait que les manifestations non déclarées de l'opposition au Cameroun, je veux dire qu'à peine 5 personnes sont réunies dans la rue, on vit tous au Cameroun, à peine 5 personnes sont réunies dans la rue, que la police a déjà débarqué. Qu'est-ce qui justifie justement cette absence cette absence physique finalement de la police 2 heures après, si on s'en tient à ce que dit le là, vous avez en face de vous un homme politique qui n'est absolument pas un administratif et qui ne sera jamais comment on appelle ça, quelqu'un sorti de l'ENAM, un administrateur civil. Je suis un homme politique, je suis là pour pouvoir faciliter en sorte que le débat se tienne, mais le débat également doit se tenir dans un certain contexte, en respectant les lois et les règlements. Effectivement, si moi, Samuel Motte, militant du RDPC, il en est également de l'ensemble de mes camarades, si on nous demande est-ce que telle ou telle personne a le droit de faire ça, effectivement, nous aimons effectivement de les avoir en face pour pouvoir en découdre. Maintenant, il faut également se poser, il faut se mettre également à la place de l'administrateur qui l'interdit. Pas parce qu'il prend des avis chez nous, mais parce qu'également on lui demande à lui des comptes. Quand vous avez des gars qui, de manière constante, ont inscrit leur manifestation dans une certaine dynamique, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une intervention en disant si jamais j'interroge et que ça dérape, on me demandera des comptes à moi. Ça, ce n'est pas un problème à poser aux politiques. S'il y a effectivement ce genre de choses, vous les poserez directement. Mais également, nous sommes dans une république. Chaque fois qu'on vous a interpellé de manière injuste, le bon accueil est là pour... La belle pirouette de Samuel Motte. Non. Lorsque vous avez interpellé, vous savez que vous tenez à faire la démarcation entre le RDPC, Elle est nette. Ce n'est pas que je tiens à la faire. Elle est nette et elle est étanche. Merci Samuel Motte. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans une république. Vous y croyez vraiment quand vous Absolument, j'y crois. Merci Samuel Motte d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Parfait Boum du SDF. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Lila, bonjour téléspectateurs. Merci d'être venu de Yaoundé. Je vous en prie. Bonne fête. Bonne fête. Merci. Alors, votre parti a récemment célébré ses 30 ans.
Qu'est-ce que vous fêtiez exactement? Votre passé glorieux? Notre passé, notre présent et notre futur. Que vaut le SDF dans le présent? Il vaut ce qu'il a été par le passé. Il vaut toujours ce qu'il a été par le passé? Bien sûr. Parfait, vous ne me laissez pas ce que les chiffres disent? Oui, les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais je veux dire, on a les chiffres de la présidentielle, on a les chiffres des législatives, on a les chiffres des municipales. Le SDF vaut-il toujours autant qu'en 90, ou dans les années 90, pardon? Bon, pour être honnête avec vous, le SDF est un parti politique qui a beaucoup donné, qui a encore beaucoup pas donné aux Camerounais. Il se trouve qu'il est face à une situation assez difficile, c'est-à-dire qu'une dictature assez féroce, et face à une dictature assez féroce comme celle que nous avons, il n'est pas évident d'atteindre son objectif final. Mais comment font les autres partis politiques de l'opposition pour glander des sièges? Je vous en prie. L'objectif final du SDF était de prendre le pouvoir. En 92, nous l'avons eu. Malheureusement, compte tenu du contexte, nous n'avons pas pu le prendre tel que ça se passe dans les normes. Et nous avions deux options à ce moment. Soit mettre les Camerounais dans la rue et arracher le pouvoir, soit faire ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous nous sommes dit il vaut mieux éviter de mettre le Cameroun dans une situation incontrôlable. Cela a paru être comme une lâcheté, mais en réalité, nous avons sauvé les vies des Camerounais. Quel est le futur? Quel est le futur du SDF? Parce que chaque fois qu'on parle du SDF, finalement, vous avez vu que vous avez vite fait de nous ramener en 92. Chaque fois qu'on parle du SDF, on parle de son passé glorieux. Mais quel est le futur? Est-ce que le SDF peut survivre d'ici 10 ans, quand on regarde la courbe qu'il a pris? Non, c'est qu'on est obligé de parler du passé parce qu'il faut expliquer cela aux jeunes générations. Nous étions l'autre jour dans une discussion informelle. Mais après le passé, il y a le présent, il y a le futur. Bien sûr. Est-ce que le SDF ne s'est pas arrêté au passé? Non, nous étions dans une discussion informelle et nous avons estimé qu'il fallait expliquer aux jeunes ce qui s'est passé en 92 parce qu'il y a une tranche de jeunes qui n'est plus avec le SDF tous ces jours-ci, c'est-à-dire la tranche de 24 à 40 ans. Et cette tranche d'âge, justement, en 92, n'était pas là. Elle ne sait pas ce que le SDF a fait comme combat, notamment la communication que nous avons là aujourd'hui. C'est l'une des victoires du SDF. Le fait qu'il y ait eu l'opération Épervier, c'est l'une des victoires du SDF. Et dans le présent. Maintenant, dans le présent, il faut rappeler la situation du pays. C'est-à-dire que lorsque notre fief, par exemple, le nord-ouest et le sud-ouest, est touché, comme il l'est, et que 100% Est-ce que le SDF, c'est un parti régionaliste? J'ai bien parlé de fief. Il y a la notion de fief dans les partis politiques. Lorsque on va à une élection et que notre fief est complètement touché et que nous avons le résultat que nous avons, il faut être peut-être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que si notre fief n'avait pas été touché, nous n'aurions pas eu les mêmes résultats. Comment est-ce que vous voyez le SDF dans 15 ans? Pardon? Comment est-ce que vous voyez le SDF dans 15 ans? Non, le SDF est obligé de faire sa mue. Le SDF est obligé de faire son aggiornamento et le SDF est obligé, les Camerounais sont obligés de faire avec le SDF comme le SDF est obligé de faire avec les Camerounais. Nous ne sommes pas nés pour prendre le pouvoir 5 jours après ou un mois après. Et justement, ça veut dire une remontée ou bien on va continuer avec la descente aux enfers? Il faut d'abord relativiser la descente aux enfers. Il faut d'abord la comprendre. Je ne veux pas dire que nous n'avons pas des insuffisances. Et effectivement, nous avons des insuffisances. La première étant, comme je vous l'ai dit, n'avoir pas pris le pouvoir depuis 92. Mais je vous le dis encore, dans une dictature comme celle-ci, il n'est pas évident pour un parti d'opposition. Et d'ailleurs, ceux qui sont nés en expliquant que le SDF était faible, la prennent à leurs dépens aujourd'hui. Maintenant, dans l'avenir, nous sommes obligés de faire une réforme du SDF au niveau structurel, au niveau des relations avec les autres partis, au niveau du changement même du discours. Et c'est pour cela qu'il y a une nouvelle génération qui réfléchit et qui pense que le meilleur est à venir. Et évidemment, le meilleur est à venir dans 15 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce parti qui a été fort par le passé puisse prendre le pouvoir au Cameroun? Moi, je trouve que 15 ans est loin. 15 ans est très loin, tel qu'il suffit de faire 1 ou 2 réglages. Parce que la réalité, c'est que les Camerounais continuent à avoir espoir. Avec les autres partis politiques qui montent en puissance, le PCRN, le MRC. C'est tout à leur honneur. Et surtout que la plupart de ces partis sont issus, n'est-ce pas, du SDF. Donc c'est tout à leur honneur s'ils montent. Mais toujours est-il dit que, compte tenu de l'expérience, de notre machine et surtout de notre idéologie qui est assez cohérente, nous pensons que nous avons notre place, nous avons toujours notre place et
pour cela, les 30 ans ci nous ont permis de réfléchir, de faire le point. Quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, quels sont les points forts des adversaires et principalement celui du pouvoir, quels sont ses points faibles. Et on a pris deux cas des partis d'opposition, on s'est étudié leur situation et on n'hésite pas à penser que le SDF. D'ailleurs, dans le monde, vous allez constater que les partis politiques qui se sont battus, comme le SDF, ont toujours fini par prendre le pouvoir. Je peux citer plusieurs exemples pour vous démontrer que le SDF est confiant. Et il suffira, comme je vous l'ai dit, de changer 2 ou 3 aspects dans notre fonctionnement. La présidence, par exemple? Pardon? La présidence? Je ne vous le fais pas dire. Vous-même, vous constatez qu'au SDF, il y a une mue. Et c'est d'ailleurs l'un des facteurs qui a donné l'impression qu'il y a une déclinaison. Parce que nous sommes en pleine transition au SDF. Ça se voit. Et les transitions sont difficiles. D'autres partis politiques C'est quand même le vice-président qui a conduit le SDF pendant la présidentielle. Le résultat n'a pas été... Oui, mais ça a été pour nous... Le vice-président qui est un jeune pourtant. Oui. Pour nous, c'était une expérience. Le président Froome, le chairman avait déjà fait près de 20 ans. Les gens étaient habitués à lui. Il avait sa méthode, il avait ses méthodes, il avait son système. Et il est normal que lorsque C'était une expérience. Vous pensez que le SDF doit continuer sur cette lancée-là ou alors tenter une nouvelle expérience? Je veux dire, avec le vice-président à la tête du parti, vous personnellement. Les institutions du parti, les organes du parti, je veux dire, vont se charger de faire le point et d'analyser... Vous faites comme Samuel Motte? Non, du tout. Nous sommes très différents. Les organes du parti, notamment... Vous êtes un militant, vous pouvez donner votre avis. Oui, c'est mon avis que je suis en train de donner. Ah, que les organes vont s'en charger. Pour dire que nous avons du potentiel. Et avec ce potentiel, peut-être que vous voulez pas répondre à la question. Merci, Parfait Voum. Jouer un rôle important dans le pays. Merci Parfait Voum d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous l'ai dit en entrée d'émission, on parle de cette sortie de Charlotte Dipanda sur La Voix de l'Amérique. À votre avis, Franck Essi, pourquoi est-ce qu'elle alimente autant la polémique, cette sortie de Charlotte Dipanda? Je crois qu'elle alimente la polémique parce que les temps ont changé. On est dans une phase où il y a, j'ai envie de dire, une sorte de montée de l'extrémisme en politique, de l'intolérance et une radicalisation des esprits, qui fait en sorte que chaque fois qu'on prend position, quel que soit le camp, on dirige contre soi en face des flèches des autres partisans. Parce que rappelez-vous qu'au lendemain de l'élection présidentielle récente, on a eu un mouvement qui est né et qui a décidé de s'attaquer principalement à tous celles qui avaient presté lors des meetings du parti au pouvoir. Donc on ne peut pas dire que ce qui arrivait à l'époque à ces artistes-là est en soi différent du retour de flamme qu'aujourd'hui on observe chez Charlotte Dipanda. J'ai envie de dire que c'est des bébés siamois, malsains, négatifs, qui ont émergé dans la politique aujourd'hui. Et ce n'est pas des choses qu'il faut absolument encourager. Samuel Motte, qu'est-ce qui dérange autant avec cette sortie? Rien ne dérange. C'est une parole, je pense, posée par une femme qui veut participer dans le débat politique. Rien ne dérange. Et ce n'est pas tout simplement, contrairement à ce qu'il dit tout à l'heure, peut-être du fait des extrémistes également, je peux lui donner raison, mais du fait effectivement de la présence dans notre champ politique aujourd'hui des réseaux sociaux qui ont tendance à amplifier tout et rien. C'est un moyen. Non, tout et rien. Attendez. Leur radicalité. Attendez. Mais ce n'est pas le réseau social en lui-même. Je m'exprime sur les réseaux sociaux et je ne suis pas... Non, je dis bien que les réseaux sont... Je dis bien que... Non, je ne... Donc vous confondez le moyen et le véhicule. Le message. Non, mais on est dans le débat. Vous allez me laisser développer. On va y arriver. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont la propension d'amplifier tout et rien à la fois. Effectivement, si on était dans un environnement serein comme celui que j'ai connu, dans lequel moi j'ai grandi, ça aurait été un non-événement. Mais à partir du moment où une artiste qui ne connaît rien par ailleurs de la vie publique se met à débiter un certain nombre de certitudes... Elle est citoyenne camerounaise. Elle a le droit de donner son avis, Samuel Motte. Attendez. C'est bien ce que j'ai dit au départ. Mais il me semble quand même que ces propos également peuvent être critiqués. Est-ce qu'il faut connaître le fonctionnement de la vie publique au Cameroun pour donner son avis sur ce qu'on voit? Vous n'allez pas me faire signer le genre de communiqué que j'ai vu l'Union européenne signer en disant le président de la République a été déclaré comme élu alors qu'il est là depuis 30 ans. On a le droit également, si vous voulez, sauf si vous voulez instaurer dans la vie publique des délits de faciès,
À partir du moment où quelqu'un se sent en responsable de pouvoir occuper une responsabilité quelque part dans la République, rien ne peut lui enlever. Or, qu'est-ce que j'entends dans le discours de Charlotte Dipanda? C'est qu'effectivement, changement pour changement, à partir du moment où moi je n'ai connu que ce président-là, je demande qu'on puisse changer. Ce n'est pas un programme de dire que parce que la personne a mis 30 ans, il faut absolument nécessairement le changer. Qu'elle vienne dans le débat. Ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit. C'est exactement ce qu'elle a dit. Je n'ai connu que... Oui, elle a dit qu'à un moment donné, pour que les choses puissent fonctionner pour le développement d'un pays, on a besoin d'alternance. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. C'est un avis, mais je vous dis effectivement que là aussi, et elle dit par ailleurs, je n'ai connu que celui-là comme président de la République, et rien que pour cette simple raison, je dois changer. Mais également... Vous pensez que si les choses... Attendez. Oui, mais vous pensez que si les choses allaient dans le bon sens au Cameroun, les uns et les autres appelleraient à l'alternance? Qui est juge du bon sens, de ce que les choses vont du bon sens? Ce n'est pas Charlotte Dipanda. C'est les électeurs camerounais, c'est-à-dire que vous et moi. Elle est camerounaise, donc peut-être... Mais pas qu'elle vienne participer au vote, c'est bien ce que ça ne le dit, pas une personne nommément qui va dire effectivement, à partir du moment où je considère que mon vis-à-vis a une face qui me plaît, pas je vais demander qu'il y ait changement. On le mettra nécessairement dans le débat. Et c'est pour ça qu'elle dit, au départ, je pense que c'est un avis qui a été lancé par une fille qui veut participer au débat public, à condition d'avoir de bons arguments, parce que c'est sur les arguments que très souvent on triomphe, c'est sur les arguments que la majorité très souvent se bâtit. Vous ne pouvez pas, pour des tas de raisons, je peux également dire que je n'ai pas besoin de ce président-là. Est-ce que je suis majoritaire par rapport à la position que je suis en train de prendre? Et en ce qui me concerne, et je reviens là-dessus, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les déclarations de Charlotte Dipanda par un brillant artiste auraient été un non-événement pour tout le monde, puisqu'on n'en aurait même pas parlé, parce qu'on ne la sent pas dans la vue, elle n'a pas un impact important dans la vie publique du Cameroun. Mais bien entendu, maintenant, si elle veut effectivement faire de la politique, vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure quand vous parlez de la répression policière. Nous aimons bien au RDPC parce que nous voulons bâtir une société démocratique dans laquelle les gens ont une liberté d'expression. Nous l'attendons au Cameroun pour qu'ils formulent ce genre d'avis. On n'en a absolument rien à faire. Est-ce que les propos de Charlotte Dipanda ne sont pas un tout petit peu instrumentalisés aujourd'hui par l'un des deux camps qui s'affrontent sur la scène politique au Cameroun depuis 2018 ? Au regard de l'ampleur, justement. Non, je ne dirai pas. Vous le savez mieux que moi. Disons que moi, je ne connais pas ces camps, mais ce qu'elle a dit d'abord, c'est important, c'est normal, c'est même attendu depuis. Parce que je vous ai dit, pour renverser une dictature comme celle que nous avons, il faut plusieurs paramètres, dont la société civile. Il faut qu'elle entre en ligne de compte. Il faudrait même qu'à l'intérieur du RDPC, qu'on ait ce genre de déclaration pour faire éclater cette machine qui refuse de partir. Donc j'estime que c'est très important. Maintenant, le débat a viré justement parce qu'il y a un environnement aussi qui fait que lorsqu'un artiste prend cette position, ceux qui sont de l'autre côté estiment qu'il est allé très loin. Ça a été le cas lorsque Samuel Eto'o a soutenu d'une manière ou d'une autre le président de la République en 2018. Ça a été le cas avec les artistes comme... il y a un artiste qui a conduit 300 autres artistes au niveau de Mvomeka. Ça a été Roméo Dika. À la veille de l'élection présidentielle. Voilà, ça crée un tollé général. Mais il est important que les uns et les autres s'expriment. Et pour le problème d'alternance, effectivement, nous constatons que le pays est bloqué. Il est bloqué, pourquoi? Parce que justement, depuis 40 ans, on a le même visage, on a le même système, on a la même façon de gérer les problèmes. Et c'est normal que des jeunes artistes qui n'ont connu malheureusement qu'un seul président, qu'ils commencent à s'interroger. Je dis c'est une bonne réaction. Elle aurait pu arriver un peu plus tôt. On a besoin de ce genre de réaction pour faire bouger les lignes. Jaber Lebondatua, liberté d'expression, de choisir, de penser face à la pensée unique et à l'intolérance. Où est-ce que le Cameroun en est? Alors, moi je pense que... Parfait, vous m'avez rappelé la sortie d'Eto'o à la veille de l'élection présidentielle. Franck Essi a également rappelé justement la sortie, les perturbations de concert de certains artistes parce qu'ils auraient soutenu le chef de l'État à la veille de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est Charlotte Dipanda qui en fait les frais sur les réseaux sociaux. Où en est le Cameroun justement? Parfait l'a suffisamment illustré tout à l'heure. Il a sorti le mot dictature.
qui paraissait être excessif pour M. Motte, mais le mot est à sa place. Et quand on vit dans une dictature, les gens étouffent. Et les gens ont envie de s'exprimer. Évidemment, en face, on a une dictature qui voudrait donc, par tous les moyens, garder son pouvoir. Donc, ce que Charlotte Dipanda aujourd'hui a fait, elle n'a fait que déclarer ce que tout être normal qui a tous ses sens aujourd'hui peut constater. Elle n'a fait que dire la palissade. Aujourd'hui au Cameroun, on a un système qui est absolument vicié au niveau de la transparence électorale. On a un régime qui fait tout pour se maintenir en place par tous les moyens. Par conséquent, on comprend très bien que dans un environnement comme celui-là, Charlotte Dipanda, qui est toute jeune, qui n'a connu qu'un seul président, qui fait le constat aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est de son métier, qu'on n'a plus de salle de spectacle, qui fait le constat aujourd'hui que les droits d'auteur ont foutu le camp, qui fait le constat que les artistes vivent dans une indécence incroyable, qui fait le constat qu'elle n'essaie que le Cameroun était un pays en voie de développement et qui est devenu aujourd'hui un pays pauvre, très endetté, pendant que l'on achète, on reviendra sur le sujet. On lui reproche également d'avoir bénéficié de temps en temps des largesses de ce même régime qu'elle le décrit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on entend par largesse. C'est une artiste qui, peut-être que si elle intervient dans le cadre de son métier, c'est-à-dire qu'elle fait des prestations, c'est normal qu'elle soit rémunérée. Je ne sais pas en dehors de ça ce qu'on pourrait appeler largesse. Ne me faites pas penser au célèbre don du chef de l'État, don fait avec l'argent du contribuable camerounais. Il faut à un moment donné arrêter de penser que le gouvernement aujourd'hui fasse son travail devient comme si c'était une charité. À quel moment est-ce qu'elle a bénéficié des largesses de ce régime? Je ne sais même pas de quoi on parle. L'alternance, finalement, c'est un sujet tabou au Cameroun pour vous? Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je vous dis bien... Mais personne n'en a fait un sujet tabou. Ah d'accord, heureusement. Je vous dis bien que ce que nous on vit aujourd'hui, je pense que Achille Bembe l'avait suffisamment pensé quand il disait qu'en vérité, il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente au Cameroun. Voilà. Et ah ben oui, c'est une vérité. Et qu'à chaque fois, tout temps électoral au Cameroun est un véritable moment de viol des consciences et des personnes. Alors, quand vous vivez ce que nous avons vécu le 7 octobre, quand on vit ce que le SDF a vécu en 92, c'est-à-dire qu'on a un système où, aujourd'hui, le régime en place fait tout, je dis bien tout, pour que son règne soit perpétué, au point même d'aller voler une élection présidentielle. Alors, quand on arrive à ce stade-là, j'assume ce que je dis. Vous savez, M. Motte, j'assume toujours ce que je dis. Oh, c'est pas quand on arrive à ce stade-là, si au moins tous ces gens-là faisaient ce qu'ils faisaient et qu'à la fin, le Cameroun, je vais chuter, comme on dit habituellement, si ces gens-là pouvaient le faire et qu'à la fin, qu'on ait un Cameroun rayonnant, il n'y aurait pas de souci. Mais vous voyez bien, et tout le monde fait le constat aujourd'hui, que même voler des élections, à quoi ça sert aujourd'hui? À quoi ça leur sert? Donc il est temps qu'on mette des Camerounais ensemble à ce qu'on réfléchisse au Cameroun de demain, que nous pensions aujourd'hui à un véritable système électoral qui permettra aux Camerounais de voter pour le président qu'ils auront véritablement choisi. On va se retrouver juste ici derrière. On va tout d'abord prendre ce message enregistré. Vous le savez tous, le Cameroun fait face, comme beaucoup d'autres pays du monde, au coronavirus. On va prendre ce message enregistré par des journalistes de STV et on se retrouve ici pour continuer le débat.
Vous l'avez compris, il faut continuer de respecter les mesures barrières parce que le coronavirus sévit, la Covid-19 sévit toujours au Cameroun. On parlait justement de l'alternance au Cameroun, Franck, ici. Un sujet tabou finalement? Non, je ne pense pas parce que il faut savoir que... En fait, je vais utiliser un syllogisme partant de l'exemple de Charlotte Dipanda. Si on dit que tous les citoyens ont le droit de s'exprimer sur les affaires publiques, Charlotte Dipanda étant une citoyenne, donc Charlotte Dipanda peut s'exprimer sur les problèmes publics. Personne ne lui a contesté ce droit. Deuxièmement, si on estime que tous les hommes sont mortels, Paul Biya étant un homme, donc Paul Biya est mortel. Donc, la question de l'alternance va survenir tôt ou tard. Et je pense que c'est une erreur, c'est une faute de la part surtout de ceux qui sont au pouvoir, de ne pas le penser, de ne pas l'admettre et de ne pas organiser la vie publique de manière à permettre que de façon sereine, on puisse en discuter. Ça, c'est la première chose. Et quand on regarde la situation du pays aujourd'hui, puisque c'est un phénomène inéluctable, les seules questions qui se posent à nous, c'est est-ce que ça va se passer par voie, entre guillemets, normale ou par voie chaotique? Est-ce que ça va engendrer la continuité ou des changements qu'on pourrait regretter ou qu'on espère? Est-ce qu'au fond, ça va laisser le pays plus uni ou plus divisé? Et c'est à ça que nous devons travailler aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous, par exemple, dans le cadre de ce que vous avez présenté au début, Stand Up for Cameroun, nous appelons à ce qu'on mette en place la pression et les mécanismes qui permettent de refonder le pays à travers l'alternance inéluctable. Est-ce que c'est un cas de figure justement qu'on envisage au RDPC, l'alternance? Mais l'alternance est inscrite dans la Constitution camerounaise, à travers les lois que nous connaissons tous, à travers notre Constitution qui admet effectivement que par voie de suffrage, on peut effectivement changer le dirigeant. Une Constitution qui a tout de même été modifiée en 2008. Attendez. Elle n'est pas liée non plus, elle n'est pas seulement liée à la disparition d'un président de la République. Le président de la République peut également perdre une élection. Quels sont les cas de figure? Mais de grâce. Mais oui. C'est la nouvelle de la journée. Mais ça veut dire qu'il ne croit même pas. Non, mais on a je pense qu'en ce qui me concerne, Messieurs. En ce qui me concerne, je pense qu'effectivement notre rôle des personnes qui agissent sur le champ public, c'est de faire en sorte qu'il y ait un certain dynamisme qui s'installe dans notre vie publique de telle manière à ce qu'on puisse envisager un certain nombre de choses. L'alternance, elle ne se décrète pas. L'alternance, elle ne le fait pas également par gentillesse ou par sympathie. L'alternance, elle fait effectivement qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont mises sur la table à un moment donné sur lesquelles on discute et pour lesquelles effectivement on va demander nécessairement une majorité. Quels sont justement les mécanismes, quels sont les mécanismes mis en place? Mais les mécanismes, c'est ce que nous connaissons. Effectivement, il y a un système électoral qui est tout à fait transparent, contrairement à ce que le bon d'Achua dit. Il y a un système électoral assis sur un certain nombre de piliers que je n'aurai malheureusement pas le temps d'énumérer ici, mais qui amène nécessairement la responsabilité des ensembles des acteurs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes effectivement parti à une élection, vous devez connaître les contraintes et vous devez savoir comment est-ce qu'on joue avec les contraintes. Et dans le cadre, effectivement, les gens ils disent effectivement nous allons faire une élection. Ben, ils ne savent même pas la règle électorale, ils ne la connaissent même pas. Du coup, on arrive au Conseil constitutionnel avec un certain nombre de requêtes qui n'ont vraiment pas de sens. Là, c'est un problème de responsabilité. Je veux dire, quand on dit effectivement... que vous parlez. Oh, mais je n'ai cité personne. Heureusement. Je n'ai cité personne, mais effectivement, si vous reconnaissez là-dedans, je ne serai pas non plus surpris. Ah, pas du tout. Il faut effectivement faire en sorte que lorsqu'on s'est engagé dans un projet, et un projet politique, c'est vraiment un projet qui demande d'être dirigé par des gens qui sont en responsabilité, qui sont responsables. Une élection, elle ne se gagne pas parce qu'effectivement, on a été le plus fort à gronder ou alors à insulter sur Internet. On gagne une élection sur la base des valeurs, mais encore une dernière fois, vous faites évocation de ce que il y a une disposition constitutionnelle qui a été modifiée. Oui, effectivement. Alors, l'argument de campagne qui avait été mis sur la table au moment où on modifiait, c'est de dire, tout de même, si nous réfléchissons, il serait quand même antidémocratique de dire à un candidat, vous n'avez plus le droit de vous présenter. Cet argument-là, fallacieux comme vous pouvez l'imaginer en ce qui vous concerne, mais argument démocratique en ce qui me concerne a fait l'objet d'un débat. Et sur la base de ce débat-là, il y a une faute qui est apparue. La démocratie telle que nous la souhaitons et telle que nous devons l'enseigner à nos enfants, c'est de dire effectivement que c'est la règle de la majorité et autour de cette majorité-là, il faut trouver des arguments pour pouvoir être majoritaire à un moment donné. Mais je repose la question d'une autre façon. Je repose la question d'une autre façon. Est-ce qu'on envisage le RDPC un jour sans Paul Biya? Mais bien sûr, il y a ce cas-là triste qu'il m'annonce et qui est devenu vraiment la référence absolue, celui de la disparition. Oui, le président de la République est mortel, je vous le concède. Mais en disant, depuis 1992, en disant qu'effectivement, il y a multipartisme,
Et il pose le point en disant, j'ai été créé pour conquérir le pouvoir. Participer déjà au débat public, participer déjà au débat politique, c'est déjà les anciens partis. Maintenant, quand on a des arguments sérieux, qui puissent faire en sorte que même cette loi électorale, vous voulez la modifier à votre guise, il faudra, ça demandera nécessairement une majorité en votre faveur. On ne va pas vous modifier la loi électorale sur la base effectivement des dispositions plus ou moins loufoques que vous avez. Parfait, le regard que vous avez. Merci Samuel Motte. On va la modifier parce que... Merci Samuel Motte. Parfait, le regard que vous avez sur l'alternance dans le contexte camerounais. Je croyais que l'honorable, en devenant honorable, allait changer un tout petit peu le langage. Je constate qu'il s'enfonce davantage. Mais c'est de son droit. De quel langage? C'est de son droit. De quel langage? C'est-à-dire que, pour dire que c'est des sujets importants, ceux de l'alternance, parce qu'ils engagent notre vie, celle de nos enfants, de tout un pays. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à l'horizon, aussi bien à l'intérieur du parti qui domine, puisque je peux vous rappeler que depuis 9 ans, ils n'ont pas organisé le moindre congrès pour la dévolution ou bien pour... mais ça vous concerne pas. Oui, ça nous concerne non, parce que c'est un patrimoine public. Non, et ça peut nous donner déjà la tendance sur ce que sera le lendemain dans ce pays. Donc ça fait 9 ans que ce parti n'organise rien. Il fait une dévolution de gré à gré à l'intérieur sans qu'on ne sache comment ça se passe. Et puis, ça nous inquiète, nous autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du pays, vous constatez quand même qu'il y a des actes et des gestes qui ne rassurent pas toujours l'opinion publique en termes de prise de décision, en termes de présence du numéro 1 à tel ou tel endroit, en termes de gestion quotidienne du pouvoir. Et pour cela, nous avons la légitimité de nous inquiéter. Et cela a un impact d'ailleurs sur le plan économique parce que quel est l'investisseur qui viendrait ici au pays en sachant que la situation n'est pas des plus stables, du moins tel qu'il le voit actuellement. C'est pour cela que tout le monde, tous les acteurs politiques estiment qu'il faut un minimum de transparence électorale. Mais du fait de l'arrogance et surtout de la suffisance, l'honorable et en général le RDPC vous disent qu'il y a les textes, il faut les appliquer, il y a la succession qui est encadrée par la loi, mais je peux vous dire que dans certains pays, il y a eu la même situation, mais il y a eu les mêmes textes, mais finalement, c'était le chaos. On peut prendre en Côte d'Ivoire, on peut prendre dans plusieurs autres pays. Pour vous dire que ce que nous disons va au-delà de nos chapelles politiques. Nous disons qu'en face, nous avons l'impression que c'est noir. Et il est temps de mettre cela sur la table. Certains disent que ce n'est pas un sujet tabou. C'est vrai, mais en réalité, en back-office, et tel que vous voyez les réactions, il suffit de prononcer le nom alternance, on se jette sur vous et on pense que vous avez commis un crime de lèse-majesté. Il faut qu'on ouvre véritablement, il faut qu'on ouvre ce débat de façon sérieuse, de façon lisible et de façon visible. Et pour cela, les mécanismes d'organisation des élections libres et transparentes. Je peux vous dire qu'au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des gens qui sont députés aujourd'hui avec 50 voix. C'est inadmissible. Avec 50 voix. C'est avec 50 suffrages, 50 électeurs. C'est inadmissible. Tout simplement pourquoi ? Parce que des gens ont décidé d'organiser les élections, vaille que vaille, de se maintenir. Et aujourd'hui, une petite minute. Non. Écoutez, en une minute, allez-y. Pour le cas particulier du nord-ouest et du sud-ouest, ça fait partie effectivement des déviances que j'ai soulignées tout à l'heure, en disant que lorsqu'on veut être dans une vie publique, dans une vie républicaine, on sait effectivement comment est-ce que les choses se passent. Il y a des règles.
Et la règle, effectivement, c'est que lorsqu'on a été battu à une élection à un moment donné, on attendra de devenir majoritaire un jour pour pouvoir être aux commandes. Et dans le cas de ce qui s'est passé au nord de ce sud-ouest, effectivement, vous êtes pris à votre propre piège parce que vous avez conçonné la déviance. Quand on vous disait, effectivement, il n'y a pas péril à la demeure, vous pouvez attendre, effectivement, pour pouvoir dire, nous voulons du fédéralisme à une échéance électorale, vous avez demandé, cautionné que les gens puissent prendre les armes. Mais ce que vous dites est trop grave. Nous avons cautionné ça à quel moment? Quand Nigel Fundi dit s'il y avait encore 25 ans, il serait parmi les guerrieros. C'est pas une forme de caution. On aura laissé les rumeurs. Non, ce n'est pas les rumeurs, c'est une déclaration publique. Le SDF a contribué et a demandé. Si ça ne dépendait que du SDF, on ne serait pas à ces 3000 morts, à ce désastre, puisque très tôt, nous vous avons dit, vous nous avez entraîné là-dessus. C'est vous qui avez commencé. Nous avons dit très tôt au RDPC d'arrêter cette guerre. Vous avez refusé justement pour avoir des députés avec 50 électeurs. Merci messieurs, merci honorable. Merci honorable, merci messieurs. On parle à présent de ces 4 milliards de francs CFA débloqués pour l'achat des véhicules de fonction de nos nouveaux députés. Franck Essy, qu'est-ce que vous pensez de cette dépense dans le contexte sanitaire actuel, couplée justement à la nécessité de parvenir à un usage plus efficace des ressources du Cameroun? Bon, je crois qu'il faut distinguer ce qui peut paraître, comment je vais dire ça, choquant et ce qui est de la réalité. La réalité, c'est que ça fait partie du budget et que, aux dernières nouvelles, ce budget n'a pas encore été révisé. Donc c'est là qui est pour nous la principale anomalie parce que le contexte dans lequel on a élaboré ce budget et on l'a voté a profondément changé. Le monde de 2019 et le monde que nous avons aujourd'hui à la veille de juin n'est plus le même. Dans tous les pays au monde, on voit d'importantes réformes qui sont annoncées. On a des pays qui ont adopté 2 lois rectificatives des finances et on ne comprend pas qu'au Cameroun, à cette heure, on nous dit qu'on en est encore à étudier l'impact de cette crise sur notre économie afin de revoir justement et adopter un nouveau budget. Parce que je pense par exemple que la session de mars était une occasion manquée d'adopter une première loi des finances et parallèlement à ça, de mettre un plan de réponse sanitaire et réponse économique qui soit sérieux pour permettre à tous les agents économiques de pouvoir absorber les différents chocs. Donc, il faut donc rappeler que ça reste dans le cadre du budget qui a été adopté. Donc, pour ceux qui suivaient les affaires publiques, ils savaient qu'il y avait cette somme. Et cette somme n'est pas nouvelle. Toutes les législatures passées ont vu de pareilles dotations pour les députés. Et il faut pas tromper les gens. Les députés ont besoin de certaines facilités pour faire le travail. Samuel Motte, comment comprendre... Je n'ai pas terminé, mais pour dire que, mais néanmoins, et c'est là où c'est très important, avec la crise actuelle, nous, on s'attend à ce qu'on réaménage, on réalloue les ressources disponibles pour les affecter aux priorités. Surtout que ça paraît quand même indécent d'avoir 4 milliards pour les facilités de transport, alors que le fonds de solidarité officiel, c'est de 1 milliard. Donc c'est en ça que ça peut choquer maintenant d'un point de vue subjectif. Comment comprendre justement que le budget de l'État du Cameroun n'ait pas été revisité avec ce choc sanitaire? Mais on peut parler également du recul. Vous avez 2 temps, vous avez 2 façons d'agir. Soit vous le faites au vif, vous tranchez sur le vif, soit également vous prenez du recul. Mais je crois que très souvent, il faudra prendre du recul pour pouvoir voir les choses arriver. À ce moment-là, vous prendrez de bonnes décisions. Sauf qu'en prenant du recul, c'est des dépenses qui continuent à être faites. Le ministre des Finances faisait remarquer le 13 mai qu'on était déjà à 800 milliards de dépenses les dépenses qui avec le Covid. sont actuellement faites sont faites dans le cadre de la loi ancienne qui a été votée et qui fera, le moment venu, l'objet d'une révision de telle manière à ce qu'on puisse effectivement se mettre en conformité par rapport à un certain... C'est justement le problème que posait Franck Essy. Comment comprendre que justement... Maintenant, je veux dire, l'opportunité de cette modification-là, vient de être tranchée par l'exécutif. Si l'exécutif, à un moment donné, pense que nous avons encore des ressources qui nous permettent de tenir, là on était au mois de mars, effectivement, ça peut nous permettre de tenir jusqu'au mois de juin le temps de faire des analyses, je ne suis pas contre des analyses, Franck Essy, qu'on puisse faire des analyses nécessaires de telle manière à ce qu'on puisse donner une orientation définitive, effectivement, on attendra le temps nécessaire. Ce qui serait préjudiciable et condamnable, c'est de fait, effectivement, que l'exécutif se donne des libertés à exécuter un certain nombre de dépenses qui par ailleurs n'auraient pas été validées par la représentation nationale. Mais en ce qui concerne la République du Cameroun, là également, nous sommes dans une république, je peux vous assurer que les gens sont très attentifs à suivre les lois et les règlements dès lors qu'elles ont été votées par le Parlement et qu'elles doivent être appliquées à tout le monde. Cette loi de rectificative, si elle s'impose,
elle viendra nécessairement à l'Assemblée nationale parce que là aussi, dans le cadre de la réforme des finances publiques, à l'époque, on vous disait effectivement qu'on peut le faire par ordonnance. Cette fois-ci, c'est écrit noir sur blanc que lorsqu'il y a des événements pareils, la loi rectificative, elle passera nécessairement par l'Assemblée. Cette procédure-là, elle sera faite. Alors, Jaber Lebon, tu as su la pertinence de cette dépense et justement sur les lenteurs observées dans la révision de la loi de finances attendue finalement. Bon, mais c'est vrai que quand on parle de 4 ou 5 milliards pour des véhicules de députés, j'ai bien envie d'être à la place de M. Motte. Vous allez me pleurer tout à l'heure quand je vais vous donner la réalité des choses. Allez-y. D'accord, d'accord. Vous savez, Léla, en fait, c'est pas tant le montant qui est le problème. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes de priorisation un peu des dépenses, de la dépense publique. Ceci peut être considéré comme un scandale, aujourd'hui, vraiment un scandale entre guillemets, simplement parce que quand le Camerounais se retrouve face à cette pandémie, il voit les mobilisations financières faites pour lutter contre la pandémie, il a envie de se poser des questions. Quand des opérateurs économiques qui sont aujourd'hui dans la détresse par rapport à cette pandémie voient l'absence d'accompagnement de la part du gouvernement, on peut se poser des questions. Quand dans un quartier, des gens font 2 mois sans électricité, on peut se poser des questions. Le tout, c'est l'environnement dans lequel cette dépense vient avoir lieu. Et vous savez que le Cameroun est à l'honneur aujourd'hui au Togo. Pour une histoire de militaires camerounais partis acheter un véhicule à 63 millions pour un autre militaire travaillant à la présidence de la République. Voilà donc pendant que le petit peuple souffre au quotidien, les gens jouent avec l'argent du contribuable. Je ne comprends pas quel est ce pays pauvre, très endetté, où on pense qu'un militaire est obligé, qu'un ministre est obligé de voyager en première classe. Qu'on est obligé d'acheter un 4x4 à 80 millions à un ministre qui, au quotidien, part de son bureau pour son domicile, éloigné maximum d'1 kilomètre. Quel est ce pays où on est obligé de sortir 5 milliards de francs pour acheter des véhicules aux députés? Est-ce vraiment une nécessité? Bien. Et c'est Franck tout à l'heure qui disait, ça pose même un problème de décence. Je ne demanderai pas à M. Motte de refuser son véhicule. Non, mais j'espère qu'on me passera la parole. je ne demanderai pas à M. Motte de refuser son véhicule, mais je voudrais aujourd'hui louer une de vos collègues, Madame Nouran, qui a annoncé publiquement que cet argent-là sera réorienté dans la lutte pour la pandémie. Et je la félicite d'ailleurs pour ça. À quoi est-ce que justement elle s'expose, Nouran Foster? Partez-vous. Ben, à rien. Beaucoup ont émis la thèse de détournement de fonds si elle utilisait cet argent pour autre chose que pour l'achat de son véhicule personnel. C'est peut-être excessif, mais elle n'est pas la seule, parce qu'il y a aussi l'honorable Njemini du SDF Mungo Sud qui a aussi pris cet engagement. Ah, effectivement, oui. Donc, chaque député essaie de voir, compte tenu du contexte. Et je vous ai dit tout à l'heure que la situation de la Covid fait que de plus en plus les uns et les autres sont regardants. D'ailleurs, on ne sait pas comment est-ce que la facture-là est sortie cette fois-ci dans les réseaux sociaux, alors que c'est une dépense qui existe depuis. Le budget de l'Assemblée nationale, je crois, c'est 19 milliards. Il y a des dépenses qui sont inscrites normalement, mais c'est le fait que quand on fait une comparaison avec l'absence, par exemple, des couveuses dans les hôpitaux, quand on constate qu'on a 40 respirateurs dans tout le pays, quand on constate qu'il n'y a pas de médicaments, de traitements, ainsi de suite, ça crée un électrochoc auprès de l'opinion publique et qu'il commence à s'interroger que comment est-ce que
d'un côté, on appauvrit les uns et de l'autre, on enrichit les autres, alors que ce sont des dépenses déjà prévues. Et comme l'a dit Franck, il est important qu'on rectifie cette loi des finances de telle sorte qu'on l'adapte au nouveau contexte pour que on puisse investir davantage au niveau de la santé des Camerounais, d'autant plus qu'il va de soi que cette Covid aura un impact sur des économies aussi fragiles comme les nôtres. Et ça nous permet d'ailleurs d'inviter ceux qui gouvernent de ne pas laisser une minute de leur existence ou bien de leur fonctionnement sans penser au développement. Parce que imaginons que cette Covid nous empêche de sortir pendant 3, 4, 5 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas de ressources suffisantes parce qu'on a passé des années et des années à ne pas penser à l'avenir des autres générations. On n'a pas investi. D'ailleurs, on a créé parfois des mammouths en termes d'hôpitaux généraux, autant pour moi, sans mettre du contenu. Voilà qu'une crise vient nous prouver en réalité que pendant des années, nous n'avons pas fait grand-chose. Et donc, il faut réorienter les priorités et les Camerounais doivent davantage être informés. Ils ne savent par exemple pas que pour la présidente de la République, c'est 52 milliards l'année comme budget. Donc, on dépense chaque semaine 1 milliard. C'est inscrit dans le budget et à la limite, ça paraît être normal, mais face à la défaillance des systèmes scolaires, des systèmes sanitaires, des systèmes économiques, le pauvre ou bien l'opinion publique commence à regarder à travers la glace pour dire « mon Dieu ». Donc finalement, cet argent va ailleurs qu'à l'essentiel. Budget alloué aux institutions de souveraineté, parfait, vous m'en parlez, face à la pandémie actuelle. On a le budget de fonctionnement au Cameroun qui est finalement supérieur au budget d'investissement. Je veux dire, au-delà même de cette pandémie, est-ce que ce n'est pas le moment de revoir tous ces paradigmes? Alors, on peut tout revoir, mais écoutez, là également, il y a une expression fameuse, fumeuse, peut-être aux yeux des uns, que j'ai trouvée tout récemment, c'est de dire, effectivement, tout ce que vous dites là, ça rentre dans le champ des possibilités. On peut faire ça aussi. Mais vous pouvez également admettre que pour des gens qui sont en charge de gérer la République, qu'ils aient également une posture qui soit différente de la vôtre. Et pour cette raison-là, la République ne va pas s'écrouler parce que votre solution n'aura pas été appliquée. Les gens qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas en situation de gouverner, à la limite, lorsqu'ils font certainement des critiques, ils sont très prolifiques là-dessus, mais ils peuvent également faire des recommandations. Mais une recommandation, à son sens, n'a pas pour vocation de contraindre la personne à qui vous donnez la recommandation. Il étudiera. Même quand ça semble être le meilleur choix, mais c'est ça justement, Léa, c'est ça que je suis en train de dire. Pour vous, ça semble le meilleur, mais vous admettrez que, comme ce n'est pas vous qui êtes en charge de gouverner, de prendre la décision, vous laisserez le libre cours à la personne qui prend la décision. Effectivement, attendez, patientez, qu'il est exécuté avant de pouvoir évaluer, pour pouvoir dire, effectivement, c'est la catastrophe parce que je vous avais prévenu. Vous parlez des histoires de 5 milliards de véhicules. Et vous voulez en déduire, et c'est pour ça, effectivement, quand vous avez perçu déjà votre somme, Samuel Motte? Pardon? Vous avez perçu déjà votre véhicule? J'en viens. et effectivement, quand vous faites des regards croisés avec ce que ma jeune fille, honorable par ailleurs, que je voudrais saluer, honorable, il dit, il peut effectivement mettre dans une situation d'accusation où vous devez dire, moi, tout ça, je suis plus proche des populations que tout autre député, la preuve c'est qu'il fait ceci ou cela. La vie publique également demande beaucoup de modestie, beaucoup de retenue. Parce que, à vouloir monter nous tous dans les réseaux sociaux pour pouvoir dire voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, avant-hier, à ce moment-là, on arrivera à saturation. La question fondamentale que je pose, est-ce que sur ce plateau, on est convaincu que lorsqu'on a un poste de représentation, on en devient riche? La réponse, pour moi qui vais la plus publique depuis un certain nombre d'années, la réponse, elle est non. Et effectivement, ce qui nous fait courir, c'est parce que nous voulons être au service des autres. Et je voudrais que cette démarche-là ne soit pas duliée par... avoir des véhicules 4x4, attendez, là, laissez-moi terminer. Laissez-moi aller jusqu'à la fin. C'est pas le sujet. C'est le sujet. Attendez. Est-ce que lorsqu'on
Non, mais si vous dites effectivement on aurait pu se dépendre à l'année de trop, ça veut dire que vous voulez dire qu'il y en a qui en profitent. Non, c'est pas ça. Oh, allons-y, monsieur Maud, on est député de la nation pour servir. On est député de la nation pour servir le peuple. En quoi est-ce que l'achat de ces véhicules 4x4, en ce moment précis, peut aider là, je vous dis que je fais la vie publique depuis un certain temps. Je peux vous dire que de par cette fonction-là, j'ai déjà au moins cassé 15 véhicules. Parce que je veux être à côté des populations. C'est la faute à qui s'il n'y a pas de route à Yabassi? C'est la faute à qui s'il n'y a pas de route dans le CAM? Il y aura toujours le banc d'Achua. Le banc d'Achua, il y aura toujours à un moment donné des difficultés de route que vous allez avoir. Après 40 ans. Et au niveau où on en est. Il me laisse terminer. Alors, la solution pour ne pas construire des routes, c'est d'acheter des 4x4. Il y aura toujours des endroits qui seront 40 ans après dans le CAM que vous connaissez et que je connais également. Qui seront d'accès difficile et dans le cadre de cette démarche-là vers le développement, à un moment donné, il y a des enfants qui se dévoreront toujours pour pouvoir dire quelle que soit la difficulté, je vais apporter la bonne solution aux populations. Et ça, vous n'en devez pas être effrayé, on n'en est pas effrayé. Et c'est pour cette raison-là, quand vous vous dites 4 milliards que vous ramenez à un député aujourd'hui, je pense qu'en ce qui me concerne, le bon d'Achua, il n'y a pas uniquement les problèmes de difficulté de la route. Lorsque vous voulez faire pleinement votre mandat, je peux vous assurer, autour de ce plateau, vous n'en sortez pas riche. Vous en sortez essoré. C'est pas ça que servir le peuple. Mais justement, et c'est pour cette raison-là que je ne voudrais pas que les messages... C'est une dépense pertinente en ce moment précis. Elle est pertinente parce que les députés également ont le droit de travailler. Deuxièmement, quelle est la fonction que vous donnez à la représentation nationale? Vous avez bien dit, budget rectificatif, n'est-ce pas? Loi de finances rectificative, n'est-ce pas? Pour que ce soit soumis au contrôle de qui? De la représentation nationale. Léla, la première chose que vous devez donner à une personne qui est censée contrôler un autre individu, c'est son indépendance. Si vous plongez la représentation nationale dans une situation d'indigence, là, je veux dire... On ne sent pas cette indépendance. Allez-y, je vous en prie. Vous allez les mettre dans une situation dans laquelle, effectivement, les questions que vous attendez que je puisse poser à l'Assemblée nationale, je ne puisse pas être en mesure de les poser. Mais encore de grâce, que l'on donne des véhicules aujourd'hui ou demain, en ce qui concerne l'ensemble des gens qui sont engagés dans cette logique-là, je peux vous assurer que très souvent, lorsqu'on a demandé à avoir une représentation nationale, on n'a pas pensé au véhicule. Lorsqu'on a demandé une représentation nationale, on n'a pas nécessairement pensé quel est l'avantage particulier qu'on en tire. L'autre question, c'est est-ce que l'État a les moyens de subvenir justement sur fonds propres, sur ressources propres à toutes ces dépenses-là en ce moment? Ça, c'est un autre problème, mais vous avez bien vu que ce qui a... Mais c'est un problème qui mérite également d'être soulevé. Non. Qu'est-ce que vous mettez la lettre là-dessus? C'est qu'il y a une décision, un arrêté qui a été signé par le ministère des Finances. Ça veut dire que les fonds sont disponibles. Et également, ce n'est pas dit que quand on a financé les véhicules de la représentation nationale, on tourne le doigt à d'autres formes de dépenses. Allez-y, Franck, ici. Non, je veux dire que malgré toutes les explications, ça n'enlève pas l'indécence du maintien de ces fonds dans la mesure où les personnes qui sont en première ligne dans cette crise, qui risquent leur vie, que sont les personnels de santé, et le personnel de sécurité et demain les enseignants, n'ont pas ces moyens et ça ne s'explique pas. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il a évité une question de fond que vous avez posée, qui était celle de est-ce que ce n'est pas l'opportunité de faire des réformes structurelles? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de tirer des leçons et changer fondamentalement la gouvernance? C'est un champ de possibilités. Et si pour vous c'est ça une réponse, pour vos populations de Yabassi, j'ai vraiment des craintes. Moi, j'estime que... Il est devenu maintenant une institution à pouvoir juger de la pertinence de ce que j'avance parce qu'il a une institution à lui tout seul. Ça, c'est de l'arrogance. Chaque citoyen a le droit de s'exprimer. C'est le champ de possibilités. Et si vous faites la politique, je pense que la première chose que je vous recommande, c'est l'humilité. Monsieur Mott, calmez-vous. Je suis calme. C'est pas des valeurs que le RDPC partage. Non, c'est l'humilité. Vous avez l'humilité. Je mets au défi. Je mets vos populations qui nous écoutent. Vos solutions ne sont pas des chances infuses. Les populations, on n'en a même donné aucune. Les populations qui vous écoutent à Yabassi, à Konjok, de nous dire si le champ des possibilités est la réponse aux problèmes qu'ils vivent actuellement. Bien sûr. Maintenant, moi je réponds. Moi je dis, effectivement, on voit dans tous les pays une réflexion sur que nous enseigne cette crise.
que nous enseigne par rapport à travers les conséquences, les fragilités que ça révèle, les insuffisances diverses en termes de prévision, d'anticipation, en termes d'accompagnement des acteurs économiques, en termes de structuration de nos économies. Qu'est-ce que ça nous dit? Et moi, par exemple, j'estime que au niveau institutionnel, au niveau de la gouvernance, il y a d'importantes réformes qui devraient être l'objet des débats, même au niveau du Parlement. Premièrement, commençons par le député. Ouais. Moi, je suis estomaqué qu'en tant que Samuel Motte, il n'y a pas une réflexion et un ensemble de propositions, puisqu'il dit qu'il est indépendant. Propositions éventuellement de loi pour que des réformes fondamentales soient prises. À la suite de ce qu'on vit aujourd'hui sur le système de santé, sur l'économie, parce que jusqu'à présent, nos agents économiques sont totalement largués. Ah ben oui. Ils sont orphelins, ils sont sans... Et le chômage qui va s'accroître là, le nombre de personnes qui vont prendre plus de temps pour sortir de la pauvreté augmente. Et ce sont les rapports officiels. Hein, il est expert. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est que sur le plan économique, est-ce qu'on va continuer à, si vous voulez, remplacer la dépendance structurelle vis-à-vis de l'Occident par la dépendance structurelle vis-à-vis de la Chine? Est-ce qu'il n'est pas le moment d'accélérer maintenant, c'est-à-dire une véritable volonté d'industrialisation? Est-ce que c'est normal que c'est plus de 2 mois et demi après des affaires comme des masques, on ait du mal à les produire, et quand on les produit, c'est à des prix qui sont aberrants? Puisque je vous rappelle que dans un pays comme le Bénin, c'est à 200 francs dans les pharmacies qu'on a des masques de normes et de qualité internationale. Mais un pays qui est supposé plus riche que le Bénin, que le Cameroun, fabrique des masques à 1300. Voilà. Donc, c'est tout ça qui interpelle et qui se dit, mais comment on peut être derrière des gens à performance équivalente? Vraiment, c'est anecdotique ce qu'il dit. Et je vais aller plus loin. Mais monsieur Motte, allez-y. Soyez humble. C'est vous qui n'êtes pas humble. Les gens vous regardent. Pas humble en pensant que vous avez la science infuse. Monsieur Motte, si vous nous disiez en pensant que vous pouvez accepter des vérités révélées. Je n'ai même pas donné mes propositions. Est-ce qu'il y a un marché? Je n'ai pas donné mes propositions. Est-ce qu'avant le Covid, il y a un marché au Cameroun? Vous pouvez vous calmer. Je vous donne des arguments. On dit effectivement qu'il y a un marché. Monsieur Motte, je vous ferai remarquer. Je crois que vous étiez le parti de l'ordre. Vous pouvez vous calmer, je vous donne des arguments. De masques pendant à peu près 6 mois. Je laisse les gens observer que vous m'empêchez de parler parce que devant votre champ de possibilités, je sors des éléments concrets. Il n'y a pas. Mais laissez-moi dérouler dans mon vide avec votre fumeux champ de possibilités. Anecdotique. Et c'est désagréable. Allez dire que 1300 de masques au Cameroun, c'est anecdotique par rapport à 200 francs de masques au Bénin et de meilleure qualité. Continuez. Vous prenez les Camerounais pour les canards sauvages, manifestement. Non, moi je voulais donc dire qu'en fait, on a là l'occasion véritablement de mobiliser ce que j'appelle l'intelligence collective, parce que c'est encore l'autre défaut. Vous voyez, on est en train de dire aux gens, on est devant une crise inédite. Parce que c'est inédit, donc en soi, personne n'est préparé. On devrait mobiliser les intelligences, c'est-à-dire réunir le secteur privé, réunir les Bayam Selam, réunir les enseignants et se dire ensemble, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un nous soit ici là, le champ de possibilités. C'est n'importe quoi. Et c'est ça qui montre donc, et je termine par là, que de cette Assemblée nationale, on ne peut rien attendre. Ah, c'est clair. Et je voulais aussi dire simplement pour ce que certains députés font en termes de réallocation. Je dis qu'il faut qu'ils fassent attention parce que ce gouvernement est capable justement de les poursuivre pour détournement de fonds. Ne minimisez pas ça. Et deux, même si ça paraît louable, attention, ce n'est pas la même réalité pour tous les députés. Moi, je connais de nombreux jeunes députés qui étaient candidats, qui n'ont pas de 4x4, mais pour qui le véhicule est nécessaire dans les zones justement où ils sont élus. Ah. Voilà. Non, je ne suis pas dans cette... Mais ce que je dénonce en sortant, c'est que on peut garder les 4 milliards pour les véhicules des députés, mais on peut avoir 500, 700 milliards de fonds de relance économique, de fonds de réponse sanitaire. Alors, cette question pour sortir, on va commencer par vous. On reviendra également sur parfait vous. Mais alors, un collectif budgétaire, justement, un cours de préparation en ce moment au ministère des Finances pour justement permettre la rationalisation de la dépense publique. Au regard du contexte actuel, quelles sont selon vous les lignes budgétaires qu'on devrait faire disparaître et pour quel poste? Je ne vais pas me suffire là. Vous êtes économiste. Non, je ne vais pas. Écoutez, c'est vrai également que chacun reste à sa place. Je vais pas. Mais vous êtes économiste. Il est même député d'abord. Je ne vais pas. Vous êtes économiste, vous êtes député de la nation. Il est expert comptable, n'est pas économiste. Il est expert comptable, pardon. Et il est député. Indépendant. Je suis expert comptable, Franck ici, mais j'ai une autre. On va sortir tous sur la même question.
si vous voulez apprendre des renseignements en ce sens-là, il faut serait bien de les apprendre. Quelle humilité. Je ne veux pas céder à la facilité qui est celle de Franck ici. Voilà un député qui ne sait pas quoi, quand le ministre va venir, dit qu'il attend le ministre avec ses propositions. Toi-même, en tant que député, on regarde ce que tu vois chez tes populations, quelles devraient être les priorités? Je ne veux pas être à la place de Franck ici. Vous voyez alors les députés. Franck ici, je vous rappelle. Là, c'est plus sérieux. Allez-y, Samuel. Pour être flegmatique, je ne veux pas être dans la solution de facilité, qui est celle de Franck ici, qui est celle d'asséner un certain nombre de vérités. On parle en termes de recommandations, Franck. Attendez, je ne veux pas être là à la place de Franck ici pour pouvoir asséner un certain nombre de vérités révélées que je n'en ai pas par ailleurs. Je vous signale tout simplement ce qui concerne Leïla. À la date d'aujourd'hui, il y a un budget, nous sommes dans une république, il y a un budget qui a été voté. Je crois d'ailleurs que Franck ici devait être au courant de ce qu'il y a un budget. On va y aller rapidement. Et je l'ai rappelé au début, vous n'entendez pas? Dans le cadre des évolutions possibles, c'est de dire effectivement il y a un certain nombre de choses qui vont être impactées. Il y a des dépenses nouvelles, notamment liées à la santé publique, qui vont être assurées. Il faudra qu'on trouve des sources de financement pour ça. Également que l'on voit si nos hypothèses en termes de recettes sont tenables. En ce qui concerne maintenant les politiques, les points de politique économique qu'il veut asséner dans un plateau où on ne peut avoir que 15 minutes de discussion, je veux tout simplement lui dire, en ce qui me concerne, nous sommes dans une république effectivement dans laquelle également la force de proposition a un sens. Si Franck ici pense qu'il y a une doctrine économique qu'il peut inventer pour pouvoir faire en sorte que toutes les rues du Cameroun soit bitumé, effectivement, il sera le prochain vainqueur à l'élection présidentielle. C'est la même question. Il pense également qu'il a la science infuse pour pouvoir financer. On n'aura malheureusement pas beaucoup. On ne pourra malheureusement pas retrouver les 30 minutes que nous avons perdues au début de l'émission. Un plateau de télévision avec des propositions aussi. Ingébel Obontacha, sur la même question. Oui, enfin, moi je comprends l'embêtement de mon ami Franck, parce qu'on a quand même en face de nous un député de la nation, et qu'on devrait... Un député plein de raisons. Alors, donc, on va y aller rapidement. Je disais donc qu'on a en face de nous un député de la nation et que c'est des gens qui devraient être en première ligne pour proposer, d'accord, influencer et mettre des pressions pour que certaines choses se réalisent. Ce que je retiens, c'est que vous êtes à l'Assemblée, vous attendez que les ministres viennent vous faire des propositions. Moi, des propositions sont simples. On n'a qu'à aller aujourd'hui scruter notre budget. On sait qu'aujourd'hui, en temps de pandémie, on sait que les frontières, par exemple, sont fermées. Donc, on sait, par exemple, qu'il y a ces différents voyages à l'étranger pour les fonctionnaires qui ne peuvent plus avoir lieu. On économise en termes de tickets de transport, on économise en termes de frais de mission. On sait aujourd'hui, par exemple, que... Monsieur Nacho, vous êtes vraiment sérieux? Vous voulez me grainer ces petits machins-là devant moi? Quand on parle de réallocation des ressources, on va faire des réallocations des ressources. Et ce n'est pas de la science un peu de me dire, on sait que les frontières sont fermées, il y a des frais missions qui sont là où effectivement on pense qu'on va faire des économies. Je vous redonne la ligne, c'est diminuer le budget de fonctionnement. Je vous redonne donc la parole pour que vous nous fassiez des propositions. Je vous donne il est dans le champ des possibilités. Je vous donne mon temps de parole. Messieurs, Ingébel Bonda, tu as encore la parole. Donnez-nous des choses qui demandent effectivement... Honorable Samuel Mout. Honorable Samuel Mout. Allez-y, Ingébel. Vous êtes dans la palissade. Honorable. Sauf qu'on attendait, c'est la palissade de votre part, on les a pas vus. Champ de possibilités. Parce que je ne rentre pas dans ce genre de... On y va rapidement, messieurs. Messieurs, je précise juste qu'on ne va pas pouvoir récupérer les 30 minutes que nous avons perdues au début de l'émission. Malheureusement. Dommage. Voilà. Alors, je disais simplement que aujourd'hui, tout le monde s'attendait à avoir une réorientation budgétaire vraiment dans l'urgence. Réorientation des ressources, c'est le terme approprié. Honorable Samuel Mout. Merci. Très bien. Merci. Alors, on le fait pourquoi? On le fait parce qu'il y a urgence. Mais naturellement, on le fera. Quand? Mais Lila, on le fera dans le cadre de la loi de l'explicative. Mais j'aime ça plus ce que je propose, laissons-lui la parole. C'est que je vais lui donner mon temps de parole et on va aller s'abreuver donc aux différentes propositions. Parfait, allons-y sur la même question. Quels sont les postes qu'on pourrait supprimer? Pour quel poste finalement? Bon, déjà, je crois qu'on devait organiser une CHAN 2020. 2020, oui. Elle n'a pas lieu. Il est important de réorienter ses ressources. 2021 même,
Je pense que là aussi, sauf pour ceux qui sont trop optimistes, je pense qu'il est nécessaire de réorienter les ressources. Les budgets de fonctionnement, évidemment, il faut faire quelque chose, chacun doit se sacrifier parce que justement, c'est indécent de suivre qu'on n'a que 40 respirateurs, que tous les lits sont occupés, ainsi de suite. Que 4 bébés meurent faute de couveuse voilà. à l'hôpital central de Yaoundé. Et que le personnel n'a pas encore une motivation visible. On aurait déjà pu faire quelque chose en proposant au personnel de santé qu'on va relever un peu d'argent dans son salaire. Donc pour cela, il y a des ressources. Il faut réorienter cela à partir des poches où il y a souvent trop de gabegie. Et je vous ai dit que le budget, par exemple, de la présidence de la République qui est à 52 milliards, c'est-à-dire 1 milliard par semaine, on ne sait pas si on va au ciel pour dépenser cet argent. On peut le réduire et cela pourrait aider les patients. Ok, c'est sur la même question, en une minute. Moi, je voulais aller au-delà des simples ajustements à l'intérieur d'un même système. Pensez que c'est aussi l'occasion de réfléchir même au système lui-même. Parce que vous voyez par exemple que d'un point de vue monétaire, on reste dans le, si vous voulez, les taux du franc CFA, dans la mesure où on voit bien qu'avec la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, il y a une injection sans précédent de fonds pour soutenir justement la relance économique et résister aux chocs que vivaient les entreprises et les ménages. Donc pourquoi ce qui est vrai pour les autres ne devrait pas être vrai chez nous? Ça veut dire que les instruments politiques monétaires et budgétaires dont nous sommes dotés sont indigents. Et c'est une formidable opportunité pour réfléchir à tout ça. Et c'est donc pour dire que si on a à la tête de l'État, dans nos organismes de représentation, des gens qui ne sont pas à la hauteur de ces réflexions-là, qui sont faites partout dans le monde, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, en 5 minutes, on va reparler de la sortie du chef de l'État la veille de la fête nationale. Si la situation actuelle l'exigeait, on va commencer en 1 minute avec vous, Samuel Motte. Cette sortie a-t-elle répondu à vos attentes? Qu'est-ce que le chef de l'État a dit de nouveau? Non, que le ministre de la Santé, les autres ministres avaient... C'était un rappel à la responsabilité collective, personnelle, parce que ce Covid-là, effectivement, il sera vaincu parce qu'effectivement, nous allons apporter notre part de contribution, mais également, c'était une interpellation de l'ensemble des acteurs à pouvoir mieux s'impliquer. Qu'est-ce qu'on attendait encore du chef de l'État? J'ai vu qu'il y avait des sollicitations multiples qui venaient ici ou là. Il y a effectivement un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Il est revenu là également. Encore, il n'a rien dit de nouveau. C'était un rappel. Parce qu'effectivement, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de nouveau. Vous voyez, il ne fallait pas nécessairement s'attendre à quelque chose de nouveau parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises jusque-là sont de son inspiration. Mais encore une dernière fois. Encore une dernière fois, ce qui fait la différence entre les acteurs politiques, il y en a effectivement qui pensent qu'en face de soi, on n'a pas des gens qui ont une certaine jugeote. Je pense également qu'en ce qui me concerne, je donne beaucoup de formes d'intelligence aux gens effectivement qui nous dirigent. Quand j'entends Franck ici dire effectivement que les gens qui gèrent aujourd'hui notre processus budgétaire ne sont pas à la hauteur, je ne suis pas sûr que lui, il a fait le chemin nécessaire pour pouvoir être. Il n'y a pas de proposition à faire. Ces propositions qu'il fait dans ce cadre-là, effectivement, c'est des b.a.-ba. Quand on dit effectivement qu'il y a des ressources à allouer, il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on doit s'appuyer. Et pour l'heure, il ne connaît ni le contexte, ni les conditions dans lesquelles le budget sont préparés. Levanda, tu as beaucoup appelé justement, on longuement appelé à une prise de parole du chef de l'État, estimant d'ailleurs, c'est le cas pour certains militants du MRC, que le chef de l'État n'était plus celui qui prenait les décisions au Cameroun. Est-ce que cette sortie vous a rassuré au sein du MRC? Rassuré sur quel plan? En termes de ce que le chef de l'État est toujours physiquement présent. Mais ça n'a jamais... Ça n'a jamais été un sujet au sein du MRC. Le problème n'est pas de savoir... Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus, définitivement. Oui. Au sein du MRC, le problème n'a jamais été de savoir s'il a envie ou pas. Ah non, non, non. Je vous le dis. Alors, notre problème, il est simple. Oui. C'est, nous posons la question. Oui. Qui dirige le Cameroun? C'est le président de la République. D'accord. Alors, et nous disons qu'en ce moment où on a atteint le chiffre de 6 000 infectés au Covid, on a dépassé, bientôt on va dépasser la barre des 200 morts. On voudrait voir le capitaine à l'œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que de votre conception de la République, le président n'est pas l'intendant suprême.
Il n'est pas l'intendant suprême. Il faut également l'admettre. J'ai déjà fait plusieurs plateaux avec vous. Oui. Et je vous avoue aujourd'hui que c'est particulièrement difficile. Non, mais ça devait être. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que ça doit être vos nouvelles fonctions. Non, pas du tout. Monsieur l'honorable. Non, pas du tout. Je crois que c'est ça. Vous terminez rapidement. Non, je veux dire, pour nous avoir un problème, c'est qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Parce que quand on observe, l'on se rend compte, bien que M. Biya est pratiquement absent. Ça ne se joue pas. La présence n'est pas dans les discours, M. Mott. La présence, ce n'est pas aller organiser une rencontre avec l'ambassadeur de France ou encore un représentant du SG de l'ONU. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ou encore signer des décrets. Nous voulons voir M. Biya à l'œuvre. Donc il n'y a pas de débat. Paul Biya est bel et bien en vie pour vous? Écoutez, nous on n'a jamais fait ce type de débat. Ah, mais dis donc. Franck Essi, une semaine après, Samuel Mott, Franck Essi, une semaine après son discours, est-ce que vous avez noté un quelconque changement sur l'attitude des Camerounais, sur la prise en charge, par exemple, de cette maladie au Cameroun? Je commencerai, avant de venir à ça, par dire que c'est important de dire qu'il y avait un problème de timing. C'est-à-dire quand on regarde le contenu du discours et le moment où il est fait, c'est-à-dire le 19 mai, c'est un discours qui aurait dû précéder même l'annonce des premières mesures, parce que ça fixerait le cap général. Donc il y a un problème de timing, de pertinence. Pertinence, pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, le gouvernement avait fait 3 vagues de mesures, je crois 39 mesures. Ce qu'on attendait maintenant, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Dans quelle direction on s'oriente pour les changements structurels? Quels sont les nouveaux moyens importants que, par exemple, les ministres ou le Premier ministre ne peuvent pas se permettre d'annoncer que le président fait comme annonce? Et là, c'était le vide sidéral. Maintenant, à partir de ce moment où le président s'est contenté de faire la synthèse des discours faits par le Premier ministre depuis le début officiel de la gestion de la crise au Cameroun, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose de la part des populations en termes de changement de comportement. Surtout que c'est ce gouvernement qui est responsable du relâchement actuel. Par ces signaux contradictoires dans la communication, restez chez vous, sortez, ouvrez les bars, mais en même temps, on est dans une phase compliquée, en même temps, on maîtrise la situation. C'est-à-dire une cacophonie qui ne dit pas de nom. On est toujours à ce stade, une mobilisation à géométrie variable de l'ensemble des ministères. Et tout ça, parce que l'exemple vient d'en haut, parce que le poisson pourrit par la tête. Si le leadership politique du pays n'est pas à la hauteur, ne vous attendez parce que les populations ont un comportement. Mais je termine en disant aux populations que ce n'est pas parce que le gouvernement est incompétent. Ce n'est pas parce qu'il est irresponsable. Ce n'est pas parce qu'il ne se met pas à la hauteur que vous ne devez pas vous protéger. Protégez-vous et respectez autant que possible les gestes barrières qui vous permettent de sauver vos vies. Alors, parfait. Quels sont selon vous les manquements du discours du chef de l'État, le discours prononcé le 19 mai? Comme quelqu'un l'a dit, le timing. Il aurait dû prononcer ce discours 2 mois avant. Donc il y a arriéré de 2 mois de ce discours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, à mon sens, un président de la République ne reprend pas ce que le ministre de la Santé et le Premier ministre ont fait. Mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que les ministres reprennent plutôt ce que le président a dit. Et c'est ce qui s'est passé justement dans ce discours. Ça fait que, et vous avez vu, on a parlé de cacophonie, ainsi de suite. Les mesures de déconfinement, si vous me permettez le terme, ont été très mal éditées. La première mesure dans la communication était on ouvre les bars. C'était un problème. Et les gens ont cru que ouverture des bars signifiait que la maladie est terminée. Et ça a joué sur la sécurité. Et le gouvernement ne fait pas différence entre information et communication. Voilà. On aurait pu insérer ça au milieu ou à la fin de ce discours. Et vous parlez des chiffres. Entre le discours du président de la République et aujourd'hui, les chiffres vont croissant. Donc, ça signifie, on va peut-être faire des études pour comprendre est-ce que c'est effectivement le discours qui a eu un impact négatif ou alors d'autres paramètres. Mais moi, je pense que le discours a eu un impact négatif. Et d'ailleurs, ceux qui sont comme lui ont déjà fait 3 ou 4 discours, sans compter les présences sur le terrain, les ports des masques même des présidents. Et les mesures structurelles, les mesures importantes. Ainsi de suite. Donc vous constatez que à la fin, on se demande est-ce qu'il n'était pas nécessaire qu'il reste définitivement dans son confinement pour qu'on avance.
Samuel. Non, en fait, je n'attendais pas cette conclusion. Samuel Maud, on sort avec vous, Samuel Maud, on sort avec vous. Alors, le quotidien, on sort de ce sujet rapidement avec vous. Le quotidien Le Jour a récemment publié les résultats d'un sondage qui laisse entendre que le 19 mai dernier, le discours de Maurice Kamto, ou plutôt Maurice Kamto a été le leader le plus écouté, 40% pour les statistiques, pour 11,81% pour Paul Biya. L'enquête a été réalisée par ABK Radio et le quotidien Le Jour, de façon électronique, entre le 21 et le 23 mai, auprès de 537 personnes en âge de voter. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats-là? Parce que vous pensez que lorsque le président de la République a envie de prendre la parole, il a cette fixation-là pour savoir s'il va être moins écouté que les uns et les autres. C'est bien ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui qui fait qu'on ne pourra pas s'entendre. À un moment donné, la République, elle fonctionne comme ça. Il y a une personne qui est en responsabilité. On peut lui apporter un certain nombre de suggestions. On peut lui apporter un certain nombre de recommandations. On a le droit effectivement d'être critiqué comme ils le sont. Mais à un moment donné, on acceptera que ce soit lui qui soit en mesure de prendre des décisions, de prendre des options. Et on attendra effectivement faire une évaluation pour pouvoir critiquer. Dans ce que nous observons aujourd'hui, quand vous mettez en parallèle le discours du chef de l'État et celui d'un leader d'opinion, c'est totalement... Leader d'opinion? Oui, c'est un leader d'opinion, tout simplement. C'est comme ça qu'il faudra le prendre. C'est totalement, en ce qui me concerne, totalement incompréhensible parce qu'effectivement, vous avez vu, quand ils disent effectivement c'est la responsabilité de l'autre, comment est-ce que vous voulez que les populations puissent écouter sereinement les instructions qui viennent des pouvoirs publics quand on leur dit effectivement rester confinés, rester partiellement confinés, ou alors utiliser les gestes barrières alors qu'il y a des tas de solutions alternatives qui crépitent ici ou là. Cette histoire-là, effectivement, de dire, effectivement, et ça a pollué l'atmosphère, y compris la communication, cette histoire-là de dire chaque fois, moi, monsieur, ça n'a pas de sens. Merci Samuel Maud. En 30 secondes, demain, c'est le 1er juin. Enverrez-vous vos enfants à l'école demain? Je dois envoyer des enfants à l'école demain parce que là également, je fais confiance aux gens qui prennent des décisions là. Attendez, pas en deux mots. Écoutez pas en deux mots parce que les gens, effectivement, qui disent, l'administration qui dit, le gouvernement qui dit qu'on peut envoyer à l'école, ils ont suffisamment d'éléments qui pensent qu'on peut faire une rentrée de classe sereine le 1er juin. Oui, je vais les envoyer. Malheureusement, j'ai suivi la conférence de presse des ministres hier.